Répondez sincèrement. Êtes-vous heureux d'aller au travail ? Ou est-ce au contraire une source d'ennui ou de souffrance ? Si vous posez la question autour de vous, combien de gens dans votre entourage aiment réellement travailler ? Combien sont satisfaits du sens de ce qu'ils font, de leur rémunération, de leurs conditions de travail et de la reconnaissance qu'ils en tirent ? Si l'on parle en permanence dans les médias de ces métiers passion, de l'importance de faire quelque chose que l'on aime, sans parler du traditionnel « quand on veut, on peut », la réalité du monde du travail est très différente. Pour une très grande partie des actifs, travailler est un calvaire. En France, un salarié sur 2 estime se trouver dans une situation de détresse psychologique. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Le nombre de burn-out explose et les études montrent globalement une hausse claire de la détresse au travail. Face à ça, les discours médiatiques et politiques, toujours plus stigmatisants, fleurissent. Ils invoquent la fameuse valeur travail sans questionner ce qu'elle recoupe réellement. L'être humain est fait pour 2 choses, travailler et aimer. Voire se permettent même de stigmatiser ceux qui rencontrent des difficultés. Un rhume, une angine, et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses ? La réalité est pourtant bien différente de celle décrite sur de nombreux plateaux de télévision. Pour beaucoup, le travail n'est pas un espace d'épanouissement, mais une source constante de souffrance. Il enferme, épuise et impose des rapports de domination où l'arbitraire règne en maître. J'ai été licencié pour avoir utilisé ce gif dans une conversation sur Teams. Les injonctions à faire toujours plus, à se montrer performant ou loyal sans réelle reconnaissance en retour, deviennent insupportables pour une partie des travailleurs. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Pour penser son quotidien et peut-être espérer le changer, il est indispensable de comprendre les structures qui créent tant de souffrance. À quoi ressemble réellement le monde du travail aujourd'hui en France ? Qui fait quoi ? Qui travaille vraiment ? Connaissez-vous le monde du travail en dehors de votre propre emploi, si vous en avez un ? Aujourd'hui, je vous propose de vous saisir de ces connaissances, de comprendre comment et pourquoi le monde du travail s'articule ainsi et quels en sont les effets. Pour en parler, j'accueille 2 sociologues qui proposent des solutions, tentent d'esquisser des pistes pour créer un monde où le travail ne sera plus synonyme de fardeau dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Denis Colombi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue, vous enseignez les sciences économiques et sociales, vous êtes spécialiste de la pauvreté et vous êtes l'auteur du best-seller « Où va l'argent des pauvres ? Fantasmes politiques, réalité sociologique » aux éditions Payot. Et vous venez de publier un nouveau livre qui s'intitule « Qui travaille vraiment ?» aux éditions Payot, toujours. À vos côtés, Nicolas Framont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur en chef du magazine Frustration, vous êtes également sociologue de formation, auteur de Parasites, disponible aux éditions Les Liens qui libèrent, et vous venez de publier vous aussi un nouveau livre. Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail, chez Les Liens qui libèrent toujours. Et alors le point commun de vos 2 ouvrages, évidemment, c'est qu'ils parlent du travail, c'est qu'ils parlent des rapports de domination au travail, de la place du travail dans l'espace médiatique et de la souffrance au travail. C'est de tous ces sujets dont on va essayer de parler aujourd'hui pour mieux connaître le monde du travail, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne le connaît pas parce qu'on travaille. Connaître le monde du travail dans son ensemble et réfléchir aux manières dont on pourrait améliorer cet espace-là, voire carrément renverser les rapports de domination qui le traversent. On va commencer par vous, Nicolas Framont. Vous vous rappelez un peu votre histoire personnelle, votre rapport au travail au début du livre. Vous expliquez que vous avez grandi dans une famille de commerçants qui avait la passion du travail. Vous dites même parfois jusqu'à l'excès. Et cette entreprise, qui était l'entreprise familiale, a été rachetée, c'est bien ça, elle a été grignotée, ce que vous dites, par le capitalisme, rachetée par un fonds de pension. Et puis vous avez connu une certaine précarité au travail, une précarité financière. Vous avez fait tout un tas de petits boulots, comme par exemple vendeur de chaussures de sport. Vous expliquez ensuite avoir été sociologue du travail indépendant. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, c'est une activité que j'exerce encore, donc c'est quelque chose qui est assez méconnu en France comme droit, mais dans les entreprises privées de plus de 50 salariés, les salariés, via leurs représentants du personnel, donc les comités socio-économiques, ont un droit à l'expertise. Ils peuvent faire venir une experte indépendant, enfin généralement on vient à plusieurs, pour expertiser soit les comptes de l'entreprise, donc ça c'est l'expertise financière et économique, ou expertiser les conditions de travail et la santé au travail. C'est une activité que je continue de faire en freelance, en parallèle de Frustration Magazine, qui lui est un magazine qui réfléchit, qui fait de la critique sociale pour le grand public et notamment qui parle beaucoup de la question du travail. Dans cette activité d'expertise, en fait, ce qu'on fait,
on applique une partie des méthodes de la sociologie du travail et de la psychologie du travail, c'est-à-dire qu'on fait des entretiens avec un échantillon représentatif des salariés de l'entreprise pour essayer de comprendre ce qui se joue dans son organisation. Donc ça peut être sur un certain nombre de cas, on a un mandat évidemment des représentants du personnel, ça peut être parce qu'il y a une réorganisation, donc voilà, vous avez l'employeur qui dit on va réorganiser les choses comme ça. Souvent, on va licencier une partie des personnes, on va changer tel ou tel poste. Donc là, les salariés peuvent un peu contre-expertiser ce projet, où il y a aussi une expertise qui est très importante, qui s'appelle l'expertise pour risque grave. C'est quand les représentants du personnel constatent qu'il y a des risques avérés pour la santé des salariés. Donc ça peut se traduire par un fort turnover, énormément d'arrêts maladie. 16 cas de suicide ont été recensés en France depuis 2023 au sein de l'entreprise Orange. Une nouvelle vague de suicides qui intervient dans un contexte de réorganisation du groupe. Et ils nous font venir pour essayer de comprendre les racines organisationnelles de ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on vient vraiment dans l'entreprise pour recueillir la parole des salariés, aussi celle de la direction, c'est accessoirement. Donc vraiment essayer de faire une enquête pour comprendre ce qui se joue là. Et c'est très intéressant parce que l'idée, c'est quand même de désindividualiser ce qui se passe. C'est-à-dire vraiment comprendre que la violence au travail, et vraiment le livre est inspiré de ça, la violence au travail, c'est pas simplement quelques personnes toxiques. C'est comme d'ailleurs les violences conjugales ou c'est comme les violences sexistes et sexuelles. C'est l'effet d'un système. C'est pareil sur le travail. Il y a des systèmes de domination qui produisent des violences, parmi lesquelles celles qui sont labellisées vraiment par la loi comme violence, comme le harcèlement moral. Mais en fait, il y a énormément de gradations de violence à l'intérieur du monde du travail, en particulier en France. Et vraiment, moi, ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est de me rendre compte que partout où j'allais, les salariés avec qui je discutais, les syndicalistes avec qui je discutais, avaient le sentiment de faire une expérience très individuelle de la souffrance au travail. Ils nous disaient, voilà, dans mon entreprise, ça va particulièrement mal. Moi, j'ai rencontré ce chef particulièrement toxique. On a une culture particulièrement violente. Et malheureusement, je voyais ça dans énormément d'entreprises. Donc le livre, comme tous les livres, en fait, les sciences sociales aussi, ça sert à ça. Ça sert à désindividualiser, à montrer qu'une expérience qui est vécue sur le plan intime et individuel, et c'est normal qu'elle le soit, parce que la souffrance au travail, ça affecte vraiment l'identité, en réalité, elle a des racines collectives, systémiques. Et j'essaie dans ce livre, d'en résumer un certain nombre de grands mécanismes, et je les invente pas tous, heureusement, la sociologie et la psychologie du travail se sont penchés sur un certain nombre de choses. Mais moi, ce qui me tenait à cœur, c'est que quelqu'un qui se retrouve dans une situation de souffrance au travail, qui est vraiment une souffrance très forte, qui peut conduire à des issues dramatiques, puisse au moins se déculpabiliser. C'est-à-dire se dire, si ce que je vis là, c'est pas que je suis trop faible, c'est parce que je suis trop émotif, c'est pas parce que j'ai une malchance incroyable, c'est parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui a été rendu possible aussi par les gouvernements depuis 10, 15, 20 ans. Et c'est aussi, on va en parler, ce qui est rendu possible par le système capitaliste. Vous, Denis Colombi, je vous ai connu pour ce livre, vraiment, Où va l'argent des pauvres, qui revenait un peu sur les clichés qu'on a sur les couches les moins favorisées de la population. Qu'est-ce qui vous a poussé, là, pour cet ouvrage-là, à vous concentrer sur la question du travail, qui est quand même très liée aussi à la question de la pauvreté, voire de l'extrême pauvreté? Oui, mais alors, il y a un peu une progression. T'as les différents livres, Fatima, partie de la pauvreté. J'ai après fait un bouquin sur le capitalisme, et qu'est-ce qui nous pousse à agir comme capitaliste. Là, sur le travail, je reste sur tes thématiques plutôt économiques, mais du point de vue de la sociologie. Là, ce qui m'intéressait, en fait, je suis parti, t'apportes une frustration, une irritation vis-à-vis de tes pas publics, tel quel, à la fois, on mentionne beaucoup le travail, et où, en fait, on en parle très, très peu. Vraiment, le point de départ, ça a été les débats sur la valeur travail, qui ont opposé de loin à loin, assez régulièrement, non seulement la droite à la gauche, mais aussi une partie de la gauche à une autre partie de la gauche. Pour moi, qui me différencie de lui et des autres à gauche, c'est que moi, je ne défends pas le revenu universel. Je ne défends pas le revenu issu de l'assistance. Je veux défendre le revenu issu du travail. Avec toujours ce fait qu'on s'accuse mutuellement de ne pas croire à la valeur travail, de ne plus y croire. Et au fur et à mesure qu'on traite ça comme une valeur, au fur et à mesure qu'on s'interroge sur est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre et sur pourquoi il faut être pour et surtout pas contre, et ben on parle pas de ce que font véritablement les gens. On parle pas ni de la souffrance qui s'y trouve, ni même du plaisir qu'ils peuvent prendre à travailler. On parle pas d'organisation de travail, de conditions de travail. On parle surtout pas de salaire ou de choses comme ça. Non, on parle du travail comme quelque chose auquel il faut croire. Un truc presque religieux. Vous voulez un peu déconstruire ça, trouver tes moyens, te donner tes moyens, te voir au-delà
te stépalin et te revenir à voir le travail tel qu'il est, c'est-à-dire ça s'être ni pour ni contre. Il n'y a pas de raison avant ça, c'est être pour ou contre. Le travail, c'est tes tâches, toi effectuer pour pouvoir, parce que l'être humain doit faire société, mais toi aussi, simplement, produire ce qu'il a besoin pour vivre. C'est à transformer un peu notre environnement, à être humain, comme toute espèce d'ailleurs, qu'on existe. Donc, il n'y a pas à être pour ou contre, par contre, il y a à s'interroger sur comment on le fait. Et la deuxième chose qui m'a intéressé, c'est tout ça m'est venu à lycée un peu, les Chartal n'était pas public. Et l'autre, c'est à lycée de la sociologie du travail, qui est un domaine très très riche où il y a énormément de choses qui se font et des choses très très intéressantes, et qui elle aussi est peut-être moins médiatique que d'autres formes de sociologie, la sociologie des questions du racisme ou même d'inégalité purement économique. Voilà, d'inégalité, ça parlait du travail, parle pour tout à les métiers. La sociologie du travail, l'analyse du travail, elle est moins pressante quand même. Et ouais, parce que c'est presque un peu trop vu comme quelque chose de désuet, je pense, classique. Oui, il y a quelque chose ou alors on s'intéresse seulement aux formes les plus nouvelles, les plus contemporaines. On va s'intéresser un peu aux livreurs Amazon de Tassatan, on va s'intéresser un peu aux travailleurs tutliques. Les applications numériques facilitent notre vie de consommateur, mais quid de notre travail? Tout ça est très intéressant, évidemment, mais on perd de vue ce qui reste derrière du travail. Et à l'ISA de la sociologie du travail, j'ai vu que beaucoup de sociologues ont fait beaucoup de travaux commencé à partir pour étudier une forme de travail invisible. Alors, c'est le travail domestique, mais c'est aussi le travail des personnels médicaux, le travail du care, le travail des infirmières, des médecins, du travail du numérique, du travail du clic, un travail invisible, tu n'en vois pas. Et à force, je me suis dit, mais à force d'accumuler des sociologues, d'accumuler tes sachets, à dit ça, cette forme de travail-là est invisible, est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir que c'est l'invisibilité du travail qui pose problème? Et donc, j'ai essayé de faire une synthèse comme ça, des travaux de beaucoup de sociologues, autour de cette question-là, de la visibilité du travail, parce que je pense que c'est un mécanisme beaucoup plus général, la visibilisation du travail, qui est accentué dans notre société du fait de transformation récente du travail, de l'emploi, etc., et des discours politiques. On a beaucoup de mal aujourd'hui à voir le travail et à parler, mais je pense aussi que et c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans le livre, c'est une tentative lourde du capitalisme qui se joue contre le travail, qui essaye de la visibiliser, ou en tout cas on essaye de la visibiliser parce que c'est ce qui le rend le plus facilement exploitable. Et c'est au final le but d'un système capitaliste. C'est le point commun de vos deux démarches, c'est que c'est vraiment une démarche qui vise à montrer les structures et à essayer de les rendre les plus visibles possibles. Avant tout, j'aimerais qu'on revienne vraiment sur, en fait, peut-être la question que vous posez dans votre livre, qui travaille vraiment. Comment s'organise le monde du travail en France? Encore une fois, on peut avoir l'impression de connaître. Moi, j'aimerais rappeler juste des grands chiffres que Denis Colombi vous donnait au début de votre ouvrage. Vous rappelez que la main-d'œuvre française est aujourd'hui essentiellement composée d'employés, par exemple, et non d'ouvriers. Donc, en 2022, le dernier chiffre dont on dispose, les ouvriers représentaient 19% des personnes en emploi en France, contre 26% pour les employés. Les professions intermédiaires, elles, représentent 24,6% de l'emploi, et les cadres et professions intellectuelles supérieures, 21,7%. Et avant qu'on aille dans le débat, j'aimerais qu'on revienne un peu sur qui fait quoi. Qu'est-ce que nous disent ces chiffres de Denis Colombi exactement? Comment se répartit le travail en France? Qu'est-ce qu'on entend, par exemple, par profession intermédiaire? Alors, les professions intermédiaires, c'est des professions qui sont situées entre les employés et les ouvriers, qui sont les fonctions vraiment d'exécution. Donc, un pas de la hiérarchie, on leur donne des ordres, ils s'exécutent, avec après plus ou moins d'autonomie du traitement, mais généralement l'autonomie est relativement limitée. Après, vous savez, les cadres qui sont au-dessus, qui prennent les décisions, mènent les politiques, mettent en œuvre les stratégies des entreprises, c'est aussi qui font le management, c'est aussi les ingénieurs, des professions très qualifiées, c'est aussi les médecins par exemple. Et puis, entre les deux, vous savez, tes positions qui dispensent un peu d'autonomie est une position moyenne de la hiérarchie, sans disposer d'autant de capacité d'action et de capacité d'organisation que les cadres. Typiquement, si on prend le secteur de la santé, parce qu'il est relativement familier, je pense, pour beaucoup de gens, le cadre, c'est le médecin ou le directeur d'hôpital. L'employé, c'est l'aide-soignant. Et entre les deux, on a l'infirmier ou l'infirmière qui dispose d'une certaine expertise, parce qu'il ou elle peut faire des gestes médicaux qui sont relativement techniques, mais qui ne va pas décider comment on soigne le patient.
Ça, c'est de l'ordre du travail du médecin, sauf pour des choses relativement simples, entre guillemets. En fait, ils sont définis comme simples par l'organisation du travail. Les professeurs des écoles aussi sont classés dans les professions intermédiaires, alors que les professeurs à partir du collège-lycée sont classés dans les cadres. Voilà, pourquoi on les classe dans les professions intermédiaires, les professeurs des écoles, parce qu'ils dispensent de moins d'autonomie dans leur travail que les professeurs de collège ou de lycée. Auparavant, ils avaient un niveau de diplôme moindre, mais la masterisation a ramené tout ça à un même niveau. Et donc, on a quasiment la moitié de la population qui sont soit des ouvriers, soit des employés. Oui. Et ça, c'est assez contradictoire. Je ne sais pas si ça va être la façon dont on se représente le plus souvent spontanément le travail à France. On oublie que la moitié de la main-d'œuvre, la moitié des gens qui travaillent, c'est des personnes qui font un travail d'exécution. On peut avoir l'impression, on peut dire, et c'est vrai qu'on ait une économie très avancée, économie de la connaissance, etc. Mais c'est quand même à majorité des personnes qui font un travail d'exécution. Ça va être les ouvriers, il y en existe toujours, ils sont 19% la vétie, il y a toujours des ouvriers à la chaîne, notamment à l'agroalimentaire, par exemple. Là on ne les voit jamais. Ces ouvriers à la chaîne, on a l'impression que ça n'existe plus dans les médias. On les voit très très peu. T'as les médias, on en parle très peu. Et lorsqu'on en parle, c'est souvent, t'as des moments où ça va mal. Par exemple, il y a une fermeture d'usine. Donc c'est pas vraiment le moment, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont un monde dépassé. Et les ouvriers à la chaîne de l'agroalimentaire, on va parler lorsqu'il y a des vidéos qui sortent sur le fonctionnement des abattoirs. Pareil, c'est pas le moment où on peut parler véritablement de leur conditions de travail, parce que généralement, on est occupé par d'autres choses. La condition d'abattage des animaux et des questions de sécurité alimentaire. Donc, on les voit très peu. Et on peut avoir l'impression que l'économie et l'emploi est largement dominé par des cadres. Et par exemple, on a l'impression que tu as les débats à ce moment sur l'accès à l'éducation, sur l'autonomisation des universités, sur une idée qui commence à courir de démassification de l'enseignement, réduire l'attrait à les études supérieures. On peut avoir l'impression que tout le monde a un master aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on attire, que j'ai même attaqué par des enseignants ou des choses comme ça. Tout le monde n'a pas un master. Tout le monde n'a pas un master, très très loin. Je n'ai plus les chiffres exacts à tête, mais je crois que c'est quelque chose comme 10% de la population active. Donc c'est vraiment une minorité. On perd de vue ce qui est le travail, on n'arrive pas à parler. Lorsqu'un homme politique, une femme politique, ça a surtout été des hommes, veulent parler du travail, ils parlent de la France qui se lève tôt, et ils vont en réagissent. Être aux côtés de cette France qui se lève tôt, un retour vers le passé pour le président sortant qui avait fait le même déplacement il y a 5 ans. Alors, c'est une partie du travail, évidemment, mais il y a tout un travail d'ouvrier qui ne passe jamais par Rungis, parce que c'est les ouvriers de la logistique. Il y a des gens qui ne se lèvent pas tôt. Il y a une phrase qui ne se lève pas tôt parce qu'elle se couche tard. C'est celle des caissières de supermarché. Par exemple, si on veut avoir le supermarché ouvert jusqu'à 22h, il faut qu'il y ait quelqu'un qui y poste et qui fasse la fermeture aussi. Et qui, du coup, ne va pas forcément reprendre le lendemain à 8h. Du moins, on espère pour elle. Donc, cette idée, voilà, on va parler à la phrase qui se lève tôt. Ça exclut beaucoup de monde, et résumé à aller à Rungis pour rencontrer la phrase qui travaille, il y a toute une phrase qui travaille qu'on ne va jamais rencontrer, que les hommes politiques ne traitent pas. Ça dénote donc d'une certaine méconnaissance, encore une fois, collective qu'on a du monde du travail. Nicolas Framont, vous aussi, vous parlez quand même de cette question du travail dans le discours politique. Vous dites qu'il y a une tentation d'effacer la question du travail du discours politique. J'imagine que vous aussi, vous faites ce constat d'un traitement médiatique qui n'est pas non plus, et politique, donc qui n'est pas à la hauteur de la réalité de ce monde du travail. Absolument, je rejoins complètement les constats de Denis Colombi. Ce qui est incroyable, moi j'avais travaillé là-dessus il y a quelques années pour Frustration Magazine sur les représentations des différentes catégories socio-professionnelles à la télévision. Il se trouve que le CSA a un baromètre chaque année renouvelé, les chiffres varient peu. Ce qu'on peut voir par exemple, c'est que les cadres et professions intellectuelles supérieures sont 7 fois plus présentes à l'écran, tout programme confondu, qu'elles ne le sont dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils sont, on l'a vu, à peu près 21%. Ils occupent entre 70 et 80% du temps à l'écran. Tout programme confondu, c'est ça qui est fou. Parce qu'on pourrait se dire, à la limite, aux infos, évidemment, vu le nombre d'experts, de journalistes, c'est normal qu'ils occupent un peu le terrain, mais c'est aussi le cas dans la fiction. Et donc, en réalité, même à la télévision, en fait, on ne voit pas les travailleuses et les travailleurs, ouvriers ou employés, et eux-mêmes ne se voient pas. Et c'est ça qui est fou. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que donc c'est à la fois
on va dire, des mauvais réflexes, des mauvaises pratiques, mais c'est aussi une stratégie. Il y a un mélange des deux. Par exemple, moi, je pense que la classe supérieure, par exemple, les possédants, la bourgeoisie, a besoin, ils l'ont toujours fait d'ailleurs, d'invisibiliser les ouvriers et les employés pour pouvoir aussi invisibiliser leurs revendications. C'était intéressant dans le documentaire de François Ruffin et Gilles Perret où l'avocate médiatique Sarah Sandman est envoyée faire pendant une semaine des petits boulots. Ça s'appelle Au boulot. Qui s'appelle Au boulot. Elle dit ce truc que je trouve très révélateur, parce que je l'ai beaucoup entendu de la part de gens diplômés. Elle emballe donc des poissons, et on se rend compte, d'ailleurs, c'est très intéressant pour ceux qui ne le savent pas, que oui, même dans des usines comme ça, certes, il y a quelques tapis roulants, etc., mais globalement, c'est du travail manuel. Les poissons, il faut qu'ils soient emballés. Certes, elle pense que c'est fait à la machine. Et elle dit, moi, je ne savais pas, je pensais que c'était des machines qui faisaient ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément, parce qu'il y a un peu cette espèce de discours par anticipation de la disparition du travail. Donc, on va dire, avec l'IA, avec les machines, le travail va disparaître. Alors déjà, ça fait très longtemps qu'on dit ça. Et puis, du coup, on fait disparaître par anticipation la classe ouvrière. Par exemple, on a dit, moi, le nombre de fois où j'ai entendu, comme vous, j'ai entendu des intellectuels, des universitaires dire, de toute façon, la classe ouvrière n'existe plus en France. Quand même, 19%, c'est quand même pas rien, quoi. Oui, donc, en plus, si je peux me permettre, c'est 19% qui sont classés officiellement comme ouvriers. Exactement. Mais les employés... et il y a tous ceux qui ne sont pas classés comme ouvriers. Qui ne sont pas classés comme ouvriers. Les salariés, les équipiers de Matchto, par exemple, sont classés parmi les employés. La différence avec un ouvrier... Pas très grande. Et puis, il y a tout ce fantasme autour de la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure. On pourrait en parler, mais il y a aussi des débats. Qui a le statut cadre? Pas forcément des gens qui sont en position de domination. Vous avez beaucoup de gens maintenant qui ont le statut cadre et qui, en fait, reçoivent des ordres et ont très peu d'autonomie au travail. On pourrait parler des profs, mais... On pourrait parler des profs. Alors, face à ça, donc il y a on va dire, il y a des maladresses. Donc effectivement, il y a le monde journalistique qui est très centré sur la représentation, en fait, qui s'intéresse au travail uniquement sous l'angle des cadres. Ça, c'est flagrant. Il faut voir le nombre d'émissions. Moi, en ce moment, j'ai été invité à des émissions dont l'angle est vers la fin du télétravail, par exemple. Bon, le télétravail, c'est un sujet intéressant, je le nie pas, il faut en parler, sauf que ça concerne que les postes télétravaillables. Donc, par exemple, ça veut dire que quand on angle son émission de grande écoute sur le service public ou ailleurs en parlant du télétravail, on exclut d'office au moins, et je suis gentil, 50% des travailleurs, et en fait, bien plus, 70%. Donc, c'est énorme comme biais, en réalité. Donc, moi, je pense qu'il y a cette, on va dire, si le travail est invisibilisé, c'est pour des raisons de classe, c'est-à-dire que ceux qui ont la parole publique sont des gens qui ne connaissent que des gens qui font des métiers dits intellectuels et des métiers plutôt dominants dans la société, avec des bons revenus, etc. Ils ne connaissent pas, ils ne les rencontrent pas et ne font pas cet effort-là. Donc ça, on va dire, c'est pour la partie un peu inconsciente. Il y a un inconscient de classe qui vous pousse quand vous êtes Bac+5 avec un métier prestigieux ou en tout cas de travail de bureau à invisibiliser les autres. Vous ne les voyez pas. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça presque violent. Par moments, c'est vrai que dans les médias, ils disent, voilà, enfin, les invisibles, on les voit. Oui, mais c'est un peu votre métier de les visibiliser. Et il y a autre chose ensuite, ça je dirais c'est l'aspect plus stratégique, c'est que dans les entreprises, je vois bien que le patronat a besoin d'invisibiliser une certaine forme de travail, de l'externaliser quelque part, de faire en sorte que toute une partie des travaux les plus pénibles ne soit plus de sa responsabilité. Voilà. Donc ils ont tenté de faire, ils le font à l'échelle, ils le font en France, à l'échelle d'une entreprise, ils vont aller externaliser tel service, comme ça quelque part ça disparaît de la vue. C'est des gens qu'on va croiser. Vous pensez à quoi si on doit donner un truc très Le ménage par exemple, voilà, dans les entreprises, les agents de nettoyage, on ne les voit pas. Ils viennent la nuit à des horaires où personne ne les voit et ils dépendent de sociétés qui sont sous-traitantes pour l'entreprise. Donc en fait, les travailleuses et travailleurs principaux de l'entreprise ne les voient pas, ne peuvent pas forcément les défendre. Donc il y a toujours cette tentative quelque part de repousser tout un tas de métiers. Il y a toutes ces tâches relationnelles, mais on va dire à faible plus-value, les hôtesses d'accueil, les centres d'appel. En fait, tout ça aussi, ce sont des tâches qui sont déléguées vers d'autres entreprises où on va les mettre dans un coin et puis surtout, voilà, ils vont souvent, c'est l'intérim, en fait. Voilà, l'intérim, c'est également ça. Donc ça, c'est ce qui existe. Et puis ensuite, on sait qu'il y a aussi une division du travail au niveau mondial. C'est-à-dire que toute une partie des métiers ouvriers ont été délocalisés, ce qui permet, par exemple, je pense à l'industrie textile. L'industrie textile est globalement à l'extérieur de la France. Et du coup, dans des pays où on ne va pas en parler, on ne va pas les voir, parce que c'est des pays avec un régime, par exemple, plus autoritaire. Le Bangladesh, longtemps, a été l'usine textile de l'Europe et, on va dire, des États-Unis, parce que c'était aussi un régime autoritaire.
militaire, c'était aussi un régime qui réprimait les syndicaux. Et le seul moment où on en a parlé, c'est quand l'immeuble Rana Plaza, donc l'immeuble en 2013, un immeuble dans lequel il y avait énormément d'usines, d'ateliers de confection textile, s'est effondré. C'est 1000 morts, c'est énorme. Partout dans le monde, ces images des ruines de ces ateliers, hébergeurs des grands noms de la mode internationale, marquent les esprits des consommateurs et des défenseurs des droits humains. Là, on s'est mis à en parler. C'est-à-dire que en fait, c'est leur mort qui les a visibilisés. Temporairement. Mais pour ces grandes... Et temporairement, d'ailleurs. Temporairement. Et d'ailleurs, la responsabilité des entreprises donneuses d'ordre, parmi lesquelles Auchan, etc., récemment, ils ont été acquittés par la justice. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'auront pas de conséquences judiciaires de ce qui s'est passé au Rana Plaza. Oui, en plus, on retrouve... Pour les mêmes populations des travailleurs du textile, on retrouve ça par exemple en Italie, où une partie de la production textile est assurée par des immigrés au statut plus ou moins illégaux. T'as tes ateliers clandestins, où la mafia s'en mêle aussi. Voilà. On a aussi des travailleurs sans papier, on connaît ça en France. C'est aussi une matière qui à la fois est là et qui est largement visibilisée. Effectivement, je rejoins Nicolas Framand sur le fait que c'est une stratégie des entreprises de visibiliser ce travail. Je pense que ça se voit très bien. Par exemple, à la communication d'une entreprise comme Amazon. Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre santé et votre sécurité. Aujourd'hui, votre travail est irremplaçable. Merci. Ils filment à leur publicité tout à l'intérieur de leur entrepôt. Mais généralement, c'est pour montrer que les humains, ils travaillent bien avec les robots. Et on met là de ça plus sur le robot que sur l'humain. Et si on fait parler l'humain, ça va être, je me souviens, parce qu'à un moment donné, c'était systématiquement, chaque fois que j'allumais YouTube, il y avait cette vidéo où on employait Amazon qui disait Amazon, c'est merveilleux parce que il me donne du temps pour être avec ma fille à sa naissance, voilà. Il y a même des vidéos qui circulent, je pense c'est celle de Jeff Bezos qui se balade dans son entreprise avec des employés qui l'acclament et qui lui disent qu'ils ont changé leur vie. Il y a vraiment une publicité très très importante du côté d'Amazon sur le travail des employés pour dire regardez comme ils sont heureux. Oui, parce qu'ils savent qu'ils ont été attaqués. L'histoire des employés obligés de uriner dans tes bouteilles à plastique, je pense beaucoup marqué les esprits sur la chose, c'était de la mauvaise publicité. Donc ils surtout pas, ça essaie de te dire mais non, regardez, on est vertueux. Mais du tout, ils montrent pas. On les voit jamais travailler dans leur publicité, leurs employés. On les voit jamais soulever un carton lourd, si ce n'est pour le poser et mettre un petit morceau de scotch dessus. Ce qu'on va voir, c'est surtout les machines, c'est surtout les outils, c'est on offre plein de choses, de choses autour, mais on ne va pas parler du travail. Justement, alors vous appelez justement à essayer d'approcher le travail non pas par la quantité, ce qu'on a tendance à faire en France, c'est-à-dire de dire c'est tel nombre d'heures, on va beaucoup parler des 35 heures, des potentielles 32 heures ou des 39 heures. C'est pas vous dites il faut le faire par la qualité. On peut le faire par la qualité. À tout cas, on peut s'interroger sur la façon dont on mesure le travail. Généralement, effectivement, on le mesure par l'heure, on le mesure par le temps. Mais en face à ça, on suppose, et on est obligé de faire la supposition qu'une heure de travail, c'est la même chose pour tout le monde. Et c'est la même heure de travail, à plus, pendant les 37 heures de travail, ou pendant les 40 heures, ou quelle que soit la durée qu'on veut faire. En fait, une heure de travail, selon ce qu'on y fait, selon la tâche à laquelle on se consacre à un moment donné, elle n'est pas aussi fatigante, elle n'est pas aussi productive, elle n'est pas aussi, etc., etc. C'est ce que vous disiez du coup sur les employés d'Amazon. C'est-à-dire qu'on les voit, c'est pas la même chose que d'être là en train de potentiellement juste bouger quelques chariots sans trop d'efforts et de porter des cartons extrêmement lourds à une cadence très importante. Voilà, et on voit pas, on rassemble ça à une heure de travail, on mesure le travail comme ça, une heure de travail, un discutant tuto uniquement de savoir s'il la faut plus ou s'il la faut moins, mais derrière, on ne se pose pas la question, que font ces chats, à quoi ça sert, parce que c'est vraiment utile de livrer toutes ces choses pour Amazon, etc. Une réduction, souvent tu t'es pas, et tu t'es pas sur le travail, est-ce qu'il faut travailler plus ou est-ce qu'il faut travailler moins? Absolument. Ce qui peut être une bonne question, mais qui ne fait pas le tour vraiment de la question du travail. Sur la question du temps de travail, je suis absolument d'accord avec Denis Colombi. Moi, ce que j'explique, par exemple, aux syndicalistes que je forme dans des formations vraiment la santé au travail, on leur explique comment mesurer la santé au travail. Et en fait, ce qu'on leur explique, c'est qu'il faut absolument se détacher des mesures officielles faites par l'employeur. Parce que l'employeur, il mesure le travail en fonction, in fine, d'un paramètre qui est la rentabilité.
Donc, et malheureusement, le débat public prend ces paramètres-là. Donc, par exemple, l'heure de travail, la productivité, c'est ça les indicateurs qu'on va regarder. Parce qu'en fait, in fine, c'est ceux qui comptent si on veut montrer à ses actionnaires qu'on va produire de la rentabilité, qu'on va produire du profit. Or, la santé au travail, là, je leur dis, ça, c'est la santé au travail du point de vue des actionnaires, qui n'est pas de la santé au travail. Mais la santé au travail, du point de vue des salariés, c'est d'autres indicateurs qu'il faut aller regarder. Et effectivement, c'est des indicateurs non chiffrés. Il faut distinguer le temps de travail de l'intensité de travail. Donc, le temps de travail, c'est effectivement combien d'heures j'ai travaillé dans la journée, mais l'intensité de mon travail, c'est qu'est-ce qu'on m'a demandé pendant toutes ces heures, dans quelles conditions je les ai faites, est-ce que j'étais sous stress ou pas, est-ce que j'avais un chef qui me criait dessus ou pas, est-ce que j'étais constamment interrompu. Ça, le fait d'être interrompu, les études montrent très bien que ça provoque beaucoup plus de fatigue émotionnelle. Est-ce que on me demande de la polyvalence, est-ce que c'est de la polyvalence choisie ou est-ce qu'elle est subie? Parce que ça aussi, on vous dit, t'as été formé là-dessus, ouais, mais en fait, tu vas aller dépanner machin. T'as un apprenti qui va arriver, tu vas le former. T'as ton collègue qui est absent, tu vas le remplacer. En fait, le quotidien des gens, pour beaucoup, c'est ça. Je dis toujours que c'est ça qu'il faut prendre en compte, ce qu'on appelle le travail réel. Qu'est-ce qu'on fait vraiment sur une heure de travail? Parce que l'employeur, lui, c'est pas le travail réel qu'il regarde, c'est ce que les psychologues du travail appellent le travail prescrit. Le travail prescrit, c'est ce qui est écrit sur ma fiche de poste. Or, quand on a la chance d'avoir une fiche de poste, parce que c'est pas un document qui est souvent tenu à jour, c'est pas du tout à jour. Souvent, notre fiche de poste a dit qu'on doit faire ça, et en réalité, avec l'usage, avec les habitudes, on fait tout autre chose. Et du coup, on n'est plus reconnu sur ce travail-là. Et en fait, toute une partie du travail, pour moi, des représentants du personnel, par exemple, c'est de faire valoir toutes ces tâches qui ne sont pas reconnues. Et ça, c'est très important, parce que sinon, on comprend pas pourquoi le travail abîme autant, parce qu'ensuite, nous, on a des directions. Voilà, le problème de tout ça, c'est que comment les décisions sont prises dans des entreprises. Alors, toute une partie de la main-d'œuvre, contrairement à ce qu'on dit en France, se travaille dans des très grandes entreprises ou dépend de très grandes entreprises. Effectivement, ça peut être des unités petites, mais en fait, qui sont prestataires d'un grand groupe. Donc, on dit souvent, les politiques adorent dire la France, c'est un tissu de TPE, PME. Oui, en nombre, évidemment, qu'il y a plus de petites entreprises que de grandes entreprises. C'est normal, elles sont plus nombreuses, mais elles embauchent moins de gens, ce qui est normal aussi. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'avec toutes ces grandes entreprises, les décisions sont prises par des gens qui mettent d'ailleurs un point d'honneur, moi j'ai toujours surpris, à ne pas aller demander leur avis aux gens. Ils ne vont pas se rabaisser à ça. Donc, ils vont utiliser des gens qui n'y connaissent rien à la réalité du travail, par exemple des cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas aller voir l'ouvrier sur sa chaîne, le cadre même, ils vont pas aller leur parler, et surtout pas, ils vont aller regarder les documents. Et les documents, c'est uniquement des documents chiffrés, c'est des documents de reporting, éventuellement. Qu'est-ce que les gens ont déclaré qu'ils faisaient? C'est les documents des pointeuses, à quelle heure ils sont partis, à quelle heure ils sont entrés. C'est les fiches de poste, même quand elles sont obsolètes. Et avec ça, ils vont prendre des décisions. Et c'est pareil dans le secteur public, par ailleurs. Là, je décris les grandes structures du privé, mais c'est exactement pareil dans le secteur public. Ça coûte très cher, en plus, de recourir à ces cabinets de conseil. En plus, ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'ils font même pas du travail de terrain. C'est pas la réalité du travail qu'ils font monter. C'est le travail tel qu'il est fantasmé de façon sciemment par le patronat qui veut en savoir le moins possible pour pouvoir prendre aussi des décisions dites difficiles. C'est aussi qu'ils ont intérêt à creuser cette différence entre le travail prescrit et le travail réel. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt à ce que le travail réel soit le plus fort possible par rapport au travail prescrit. C'est Nicolas Chounin qui en parle, c'est un bouquin un peu ancien maintenant, mais sur le travail, sur les chantiers, ça s'appelle Chantier interdit au public, où en fait, il montre que voilà, on a l'ordre de construire un immeuble, on a plein de procédures qui sont prévues de sécurité, etc. Mais le travail réel, comme il faut que ce soit livré à telle date, et passer sur le petit contremètre à la fin, tu reposes la responsabilité de te dire, la balustrade, tu la fais pas vraiment, tu sécurises pas, tu vas vite, tu fais tout ça, et te creuser au maximum cette différence entre ce qui est maté officiellement et ce qui est fait véritablement. Et ça, t'as la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle de l'exploitation. Exactement. Tout simplement, même dans ce sens très marxiste. Et cette exploitation, elle produit de la souffrance au travail. C'est une grande thématique de l'émission d'aujourd'hui. Et vous en parlez tous les deux à votre manière dans vos ouvrages respectifs. Vous, Nicolas Framont, vous dites que la majorité des gens ne sont pas heureux d'aller au travail. Et c'est quelque chose qu'on a constaté avec le débat sur la réforme des retraites, qui a beaucoup animé notre pays pendant plusieurs mois. Ce qui était en jeu, c'était pas tant les retraites que le travail, c'est le temps qu'on allait devoir passer à travailler en plus. Et c'est là qu'on se rend compte du nombre de personnes pour qui c'est insupportable. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans le film de François Ruffin, où même Sarah Salman finit par le reconnaître, je ferais pas une heure de plus. Et évidemment que ça se compte en minutes, ça se compte en heures, quand on a un travail qui peut être pénible, ou tout simplement un travail qui n'a pas de sens, les fameux bullshit jobs de David Graeber. Qu'est-ce qui produit
ce niveau de souffrance. Vous dites, Nicolas Framont, que c'est beaucoup lié à la hiérarchie, à la manière dont on a structuré l'organisation du travail au sein des entreprises, parce que là, on a parlé de l'organisation du travail dans leur ensemble, mais rentrons un peu dans le cœur des entreprises. Vous rappelez qu'on a quand même, on est fait face à une grande verticalité en France comme dans d'autres pays, et que ça n'a pas toujours été le cas. C'est pas qu'à un moment donné, le travail, ça a été forcément mieux. Moi, je fais une partie historique simplement pour montrer que, par contre, la façon dont le travail est organisé a énormément évolué. Qu'on n'a pas toujours eu ce niveau de hiérarchie, qu'il y a quasiment toujours eu des hiérarchies, mais qu'elles n'étaient pas elles n'étaient pas construites sur les mêmes logiques. C'était pas la même légitimité qu'on accordait à un ou à un chef dans le milieu des artisans au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Ça n'avait rien à voir avec maintenant. Ça ne veut pas dire que c'était plus sympathique, mais il pouvait y avoir des niveaux de contrôle qui étaient moins importants. Moi, ce que je vois maintenant, c'est que, pas dans l'Antiquité, parce que là, c'est l'esclavage, et évidemment, le niveau de contrôle est, je pense, inégalable. Non, par contre, ce que j'essaie de montrer, c'est que j'essaie de dénaturaliser l'idée qu'on ne peut pas travailler sans hiérarchie. Parce qu'en fait, ça, c'est une idée très ancrée. Je le vois d'ailleurs quand je fais des interventions pour présenter le livre, il y a des gens quand même qui me disent s'il n'y a pas de hiérarchie, ça va être le chaos. Parce qu'en fait, on nous a habitués à l'idée que organisation égale hiérarchie, que organiser le travail implique des chefs. Alors que l'organisation, non, ça peut être énormément de choses, l'organisation. Et pour en revenir à votre question, moi, je pense que la souffrance au travail, elle a de multiples sources. On peut parler évidemment de la pénibilité physique, parce que ça, évidemment, en invisibilisant les métiers dits physiques, on invisibilise aussi la pénibilité physique. Emmanuel Macron avait sorti cette phrase incroyable, genre « je n'aime pas le terme de pénibilité au travail parce qu'il indique que le travail est une souffrance ». Le niveau de déni est incroyable, parce qu'en fait, oui, il y a des métiers pénibles, il y en a énormément, et oui, le travail est une souffrance pour plein de gens. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Donc ça, c'est une première chose. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, c'est pour ça que je me suis focalisé là-dessus, notamment il y a le livre « L'hécatombe invisible », qui est un livre incroyable qui recense les accidents du travail en France. Faut voir que la France est à un très haut niveau d'accidents du travail, que les accidents du travail, c'est très choquant, concernent des travailleurs âgés, donc on en revient à la question de la réforme des retraites, et aussi des travailleurs jeunes, des apprentis. Donc on est toujours à des niveaux où le travail blesse, où le travail tue. Et ça, je pense qu'on le répétera jamais assez, parce que vu que c'est une réalité qui est en permanence niée, il faut le redire. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, il y a toute la souffrance mentale et la souffrance morale produite par le travail. C'est-à-dire que le travail crée des pathologies psychiques, voilà. Et je pense de façon extrêmement sous-estimée, parce qu'encore une fois, la façon dont les choses sont mesurées, particulièrement en France, a tendance à invisibiliser l'impact du travail sur notre santé mentale. Il faut savoir que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Exactement. Donc, moi, j'avais bien suivi les débats sur la tentative de reconnaissance du burn-out. Donc, il y a eu 2 propositions de loi, une en 2016 et une en 2017. Les arguments, en fait, c'était très politique. C'est-à-dire que le patronat et ses défenseurs, donc là, les macronistes, ne voulaient pas qu'on puisse associer la dépression, l'anxiété généralisée, le stress post-traumatique au travail. Ils ne voulaient pas qu'on puisse faire ce lien. Et leur réponse était de dire c'est trop dur à mesurer. En réalité, c'est faux. C'est possible de le mesurer. Donc l'idée, c'était toujours de faire en sorte que la souffrance psychique soit du côté de l'intime. Et qui dit du côté de l'intime, dit pas du côté du travail. Or, le travail crée de la souffrance psychique parce que ce qui se joue dans le travail, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose de profondément identitaire. Voilà, on a beau essayer tous de se détacher de notre travail. Il y a d'ailleurs même une injonction à s'en détacher. Et voilà, à faire de la méditation, à prendre sur soi, à prendre du recul. Je parle beaucoup de cette injonction dans le livre. Mais en fait, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est toute une partie de nous que nous exprimons au travail. Et dans tout métier, en plus. Il n'y a pas de métier où on est juste un robot, où on se dissocie. Il n'y a pas de dissociation possible. Ou alors, c'est très violent. Et donc, face à ça, effectivement, il faut accepter que le travail génère de la souffrance morale, mentale. Et je fais le lien avec la question de hiérarchie parce que le travail est quand même un milieu où on n'a pas d'autonomie, pas ou peu d'autonomie, pas ou peu de liberté. Il faut quand même dire les choses, on n'a pas de liberté d'expression au travail, on n'a pas de liberté d'expression, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que toute une partie de nos droits de citoyennes et de citoyens qui existent bon an, mal an, de moins en moins d'ailleurs, mais dans le reste de ce qui est censé être la sphère privée, la sphère intime, ne s'applique pas au travail.
Et ça, je pense que c'est intrinsèquement quelque chose qui génère de la souffrance. Alors après, certains en souffrent plus ou moins. D'ailleurs, on a plus ou moins d'autonomie au travail. On a vu que les typologies de l'INSEE étaient en fait beaucoup construites autour de cette question de l'autonomie. C'est vraiment quelque chose de central dans notre analyse même institutionnelle du travail. Mais en fait, moins on a d'autonomie, plus on est exposé à de la souffrance, moins on est habitué à donner son avis. Dans le livre, je rappelle le lien, par exemple, entre abstention électorale et le fait d'avoir un boulot vraiment d'exécutant. C'est-à-dire que moins on vous demande votre avis au travail, moins vous allez le donner dans la sphère politique. Donc, en fait, ce qu'on peut appeler l'aliénation au travail, tout simplement le fait qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on aimerait faire, de travailler comme on l'entend. On est soumis à des procédures, à du contrôle, parfois extrêmement strictes. Je crois qu'évidemment, on va reparler d'Amazon, mais Amazon, pour moi, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. En fait, on parle beaucoup d'Amazon parce que vraiment, ils sont à la pointe. Mais je me souviens de l'époque où il y avait eu je crois que c'était envoyé spécial sur les casques donneurs d'ordre. Oui, c'est chez Lidl, ça. C'est pas chez Amazon. C'était Lidl. C'est devenu très courant dans la logistique. Oui, c'est ça, la logistique. Bon, la logistique, c'est ce fantasme patronal de contrôler le moindre fait et geste des salariés. Et ça, en fait, c'est ce qu'on voit à l'extrême dans la logistique, mais c'est le cas dans énormément d'entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui mettent en place ce qu'ils appellent des procédures, ils vont plutôt dire des process, c'est-à-dire la façon dont le travail doit être fait. Et ce qu'on attend du salarié, c'est qu'il le fasse en appliquant et qu'il donne le moins possible son avis, tout en par ailleurs, c'est ça qui est complètement paradoxal et qui rend les gens un peu fous, en ayant des discours officiels qui valorisent l'autonomie, qui valorisent la prise d'initiative, etc., mais de façon complètement fictive. Donc oui, en fait, la hiérarchie génère intrinsèquement, pour moi, à minima, une frustration, c'est-à-dire, j'aimerais exprimer mes potentialités, j'aimerais donner mon avis, je ne peux pas. Et au maximum, une aliénation totale qui va contaminer les autres sphères de votre vie privée. Denis Colombi, quel rôle joue l'invisibilisation dont vous parlez de tout un tas de professions, et en particulier les professions dites féminines, dans cette souffrance au travail ? Je pense que c'est ce qui crée non seulement des conditions de l'exploitation, mais aussi effectivement de la souffrance. Le sentiment que le travail ne sert à rien, le sentiment qu'on n'a pas de contrôle dessus, ça provient du fait que non seulement la tâche elle-même peut être invisibilisée, mais la raison pour laquelle on l'a fait, la façon dont on l'a fait va être invisibilisée aussi. On n'a pas de capacité d'action, on n'a pas de reconnaissance même sociale. De quel métier on parle, si on doit donner quelques métiers pour que les gens se représentent ? Tout à l'heure, vous avez dit les métiers du care, par exemple. Les métiers du care, par exemple. Le travail domestique aussi, tout simplement, qui est la forme de travail, alors qui n'est pas un métier, etc., mais qui justement est exclu hors de l'emploi, et qui est une forme de travail très, très, très peu reconnue ou pas du tout reconnue, et qui crée de la souffrance. Juste pour qu'on se représente un peu le fameux travail gratuit, travail domestique, vous vous dites qu'on peut le reconnaître comme travail. Une des techniques, c'est de se dire que si c'est délégable, s'il existe réellement des professions qui prennent ça en charge, tout à fait. On pense à la garde d'enfants, on pense au ménage, à des choses comme ça. Ça c'est comme ça que l'INSEE, c'est comme ça que, à l'explication des féministes, le chiffre est utilisé comme critère. Et en fait, il y a toutes sortes de tâches sur lesquelles on peut se poser la question, qui sont entre les deux, qui sont tu travailles ou pas vraiment tu travailles. Car c'est ça fort. Est-ce que c'est tu travailles ? On peut le déléguer, mais on sait bien que c'est pas tout à fait la même chose de le déléguer. Et c'est à son entre-deux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que cet entre-deux, il se retrouve effectivement pour ces professions-là. Il se retrouve aussi pour beaucoup d'autres professions. Alors, reste à le care, par exemple, les aides-soignants, les infirmières sont incités par la hiérarchie, par exemple, à traiter les patients comme une unité de compte. Il faut passer rapidement là, on a 5 minutes pour voir, pour vérifier, et puis on passe. Mais beaucoup ne peuvent pas faire ça parce qu'elles se ratent compte, je parle au féminin parce que c'est la majoritairement des femmes, même s'il y a des hommes évidemment, elles se ratent bien compte que ce patient, il a besoin qu'on l'écoute un peu plus, il a besoin peut-être qu'on reste un peu avec lui, même si c'est pas chiffrable. Donc elles vont rester un peu plus pour que la tâche soit faite, parce qu'il faut qu'on la fasse. Et on est alors ici, tu as un processus d'exploitation. On a du travail qui n'est non seulement invisible, je suis resté un peu plus pour prendre soin de mon patient, mais qui a plus est gratuit, puisque je ne vais pas être payé pour. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'on retrouve ça, y compris des professions a priori très éloignées. Le modèle start-up repose finalement très largement sur un floutage de la frontière entre travail et non-travail, comme on le trouve ailleurs, comme on le trouve dans le travail domestique par exemple, où ok, c'est ton emploi, tu es là, mais on est aussi une crade famille.
On a aussi, regarde, on a tes bobos à Saltepos, on a les Pays Foot. C'est pas vraiment tu travailles, c'est de la lutification de ça. Et du coup, puisque c'est entre les deux, tu peux rester un peu plus tard, tu peux faire un peu plus. Et on peut comme ça obtenir tes chats. Tu travailles gratuit, tu travailles plus. Et une grande partie de l'industrie du jeu vidéo, tes startups, ces nouvelles technologies reposent de fait là-dessus. Sur un truc, tu retrouves tel travail domestique. Je me permets de rebondir simplement sur ce que vous venez de dire, sur le fait qu'on fait du travail gratuit au travail. Parce vous avez parlé du travail domestique, mais il y a effectivement toutes ces heures qui ne sont pas payées. Pour montrer à quel point c'est un sujet sensible, je voudrais qu'on la mettra à l'écran, une vidéo qui a été postée sur TikTok récemment, d'une chef d'une start-up, justement, d'une entreprise d'application de rencontres, il me semble, qui a voulu montrer qu'elle était une bonne patronne parce qu'elle offrait, ce très premier degré, des framboises enrobées de chocolat. C'est la bombe du moment. À sa stagiaire qui avait travaillé jusque très tard le soir la veille. Et elle a vraiment voulu faire ça, une petite opération de communication. Et ça a pris des proportions absolument délirantes sur le réseau social. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont effectué ce travail gratuit, qui s'en sont profondément indignées. Et ça montre à quel point c'est sensible. Parce que, effectivement, les gens le font dans le milieu de la start-up, dans les métiers du care, dans beaucoup de domaines. Mais ils ne vivent pas forcément bien cette non-reconnaissance, le fait que ce soit considéré comme finalement normal dans beaucoup d'endroits et le fait évidemment de ne pas être payé pour ça. Donc ça traverse quand même, c'est vraiment un sujet hyper sensible. C'est vraiment très fort, c'est vraiment très sensible parce que c'est aussi une rémunération alors qui est faite non seulement par exemple à Bobo à chocolat ou à chouchette, il y a beaucoup de choses avec les chouchettes qui est une pâtisserie, tu ressembles pratiquement au travail. Les chouquettes. Ah oui, les chouquettes, c'est vrai. À part au travail, on a ressemble peu, je pense. Jamais en dehors du travail, j'ai mangé des chouquettes. Moi non plus. Mais on promet aussi aux gens qui font ça, souvent, une récompense plus tard. Tu acceptes de faire tes efforts aujourd'hui parce que tu es stagiaire, parce que tu es sur un poste précaire. Mais un jour, tu auras un emploi, un jour, tu auras un poste fixe, un jour, ça sera vachement bien. Et la frustration vient du fait que, généralement, c'est sur tes marchés, tu travailles où il y en a que tout petit nombre qui vont avoir le poste au final. La recherche a toujours plus ou moins fonctionné comme ça. Absolument. Mais tu as une période de pénurie de postes. Aujourd'hui, vous retirez les vacataires et les jeunes doctorats qui espèrent un jour avoir un poste de l'université, des universités françaises s'écroulent. Alors, s'écroulent déjà vu les politiques qui sont menées, mais elles s'écroulent encore plus vite. Parce que ça repose essentiellement sur un travail qui est soit gratuit, soit quasiment gratuit, parce qu'on espère avoir quelque chose plus tard. Et quand cette récompense ne se réalise pas, et bien la frustration est d'autant plus grande. Et c'est la même chose avec, je pense, pour tout élément de tes startups. C'est pour ça que le petit chocolat, le popo ou la chouchette, ça ne suffit pas. Parce que si c'était une marque de reconnaissance, ce système qui reconnaîtrait la fierté du travail et qui le récompenserait au final, on trouverait juste ça, que c'est quelque chose de sapin. Mais quand c'est quelque chose qui vient remplacer une rémunération réelle, une sécurité, etc., et ce que devrait fournir le travail... C'est pour ça que ça a produit des réactions aussi violentes. Ça produit des réactions. Ça rappelle à ça. Oui, et ça nous souligne aussi que l'importance qu'a le travail, du coup, pour les chats, pour se définir. Tu vas vraiment parler du rôle identitaire du travail. Moi, il y a un point qui me marque beaucoup, c'est que lorsque quelqu'un perd son emploi, l'injonction qui lui est faite, c'est à retrouver un tout de suite. Quelqu'un et ne pas en retrouver, ça génère un état de souffrance mentale, physique, etc., qui est très important. Les chômeurs vont beaucoup plus mal en termes de santé physique ou mentale que le reste de la population. Quand on perd un lien aussi essentiel que le couple, quand on subit un divorce, la première injonction qu'on a, c'est pas retrouver immédiatement quelqu'un. Généralement, on dit prends le temps de te poser et puis tu verras, et puis peut-être que tu es mieux tout seul ou toute seule, etc. La perte de ton choix est finalement moins mal vécue, alors ça peut être très difficile, évidemment, mais moins mal vécue que la perte de travail. Parce que le travail, l'emploi, c'est l'identité sociale. On peut pas exister en dehors de sa tête, on peut exister en dehors du couple. On est même un choix à le faire. Peut-être qu'il faudrait permettre aux chats d'exister aussi en dehors de l'emploi. On parlait des petites gratifications qui peuvent justifier l'absence de rémunération. Tout ça, c'est décidé par des chefs. Et vous, Nicolas Framont, vous dédiez tout un chapitre pour essayer de comprendre ce qui est pour beaucoup un vecteur de souffrance. Alors attention, not all chef, on n'est pas en train de... vous visez pas à stigmatiser les personnes, mais à montrer comment les structures peuvent
produire des souffrances, que les chefs, se considérer comme des chefs eux-mêmes, peuvent être victimes d'autres ordres qui viennent de plus haut et donc se retrouver eux-mêmes à déléguer, à produire de la souffrance au travail. Qui sont ces chefs aujourd'hui et que font les chefs, les personnes qui sont en situation de responsabilité? Et oui, en fait, c'est une vraie question. Rien que poser la question, que font les chefs, c'est déjà, dans beaucoup de structures, un tabou. En fait, on ne pose pas la question. Mais moi, je ne l'ai jamais posé sur ce plateau. Et quand j'ai commencé à lire votre chapitre, je me disais, mais je pense que je ne le sais même pas vraiment. Mais moi, en écrivant le livre, vraiment au moment où j'ai été face à la question. Et en fait, heureusement, à travers mon boulot comme expert, ça m'est arrivé beaucoup de poser la question. C'est-à-dire que j'ai beaucoup eu, moi, des entretiens. Moi, j'ai des entretiens avec toute la chaîne hiérarchique en général, et dont les gens qui sont les petits chefs, par exemple, donc les managers. Et moi, je demande nos techniques d'entretien classiques. Ça commence toujours par est-ce que vous pouvez me raconter votre journée? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre poste? En gros, on demande aux gens de dire à quoi ils servent. Alors, il y a des gens, c'est très clair. Ils disent, moi, voilà, je suis ouvrier, je fais ça, je suis dans la logistique. Moi, mon but, c'est de charger les camions. Moi, je fais l'inventaire, etc. Il y a des gens, c'est très net. Et puis, il y a des gens, c'est beaucoup moins net. Et ça, c'est normal, parce que le capitalisme aussi produit des fonctions floues. Mais alors, les chefs, pour moi, c'était toujours les pires réponses. C'est-à-dire vraiment des gens qui répondent par des expressions qui ne sont pas plus claires. Donc, par exemple, des gens qui disent, moi, je manage. Donc, voilà, ça veut rien dire non plus. Je dirige. C'est pas clair non plus. Moi, je fais grandir mes équipes. Ça, c'est un terme qui est apparu dans le privé qui me crispe complètement. On pourra en reparler. Et puis, plus intéressant, à la limite, il y a ceux qui disent, moi, je coordonne. Mais globalement, c'est pas très clair. C'est-à-dire, vraiment. C'est pas concret, en fait. C'est pas concret. Voilà. C'est pas concret, mais c'est normal parce que c'est une fonction méta. On peut dire que chef, c'est une fonction support. C'est-à-dire que les chefs, ils sont là pour faire en sorte que les autres travaillent. Bien, de préférence. Mais en fait, ça, on va dire, c'est sur le papier. On va dire, ils vont présenter les choses. Moi, je suis là pour faciliter, pour faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble, dans la joie et la bonne humeur. En réalité, et ce que je montre dans ce chapitre, c'est que s'il y a autant de chefs sous le capitalisme, c'est parce que le système capitalisme, et là, ça concerne le public comme le privé, parce que dans le privé, les gens, malheureusement, ils doivent pas simplement faire leur travail, ils doivent faire remonter du profit aux actionnaires. Et c'est pour ça qu'il y a toute une science du management et qui, notamment, cette science du management met en place toutes ces modes qui consistent à faire travailler gratuitement les gens, en tout cas les exploiter encore plus que travailler, c'est l'exploitation. On vous vole une partie de votre temps de travail pour rémunérer l'actionnaire. Ça, c'est le principe du capitalisme, c'est un fait. Et effectivement, quand on met en place des petites stratégies d'achouquette pour faire travailler les gens gratuitement, là, c'est bien parce qu'on dégage encore plus de temps qui va aller à l'actionnaire. Donc, en fait, les chefs, d'abord, en fait, dans le rôle du chef, et c'est valable aussi dans le public. Dans le public, le chef, il est là pour faire en sorte que les gens travaillent avec moins de moyens, moins de postes et un temps plus limité. Voilà. Et en maltraitant les gens. Parfois, c'est ça, le secteur public, il est devenu en partie maltraitant. Et donc, vous avez des chefs qui vont vérifier, par exemple, que les infirmières ou les aides-soignantes, elles passent pas trop de temps avec les patients. C'est ça qui se passe concrètement, par exemple, dans l'hôpital public. Donc, en fait, le chef, d'abord, il a une fonction coercitive. Et s'il y a des chefs qui ont des fonctions coercitives, c'est précisément parce qu'on nous demande des choses qui nous débectent, plus ou moins, mais globalement, personne ne se lève le matin en ayant l'intention au travail de dégager du profit pour des actionnaires qu'il ne connaît pas. C'est vraiment une action, personne ne se lève pour ça. Parfois, on va au travail, il y a plein de bonnes raisons d'aller au travail, il y en a plein qui disent, c'est purement utilitaire, moi c'est pour le salaire, d'autres c'est pour pas mettre mes collègues dans la merde, ou pour les retrouver, pour me marrer avec eux, d'autres c'est parce que ce que je fais m'intéresse, mais pas grand monde se dit « Ah, quel bonheur de me lever pour aller enrichir quelqu'un que je ne connais pas et qui vit à l'autre bout du monde. » Bon, dans le public, c'est pareil. Les gens se disent pas « Quel bonheur de pouvoir contribuer au prochain plan d'économie mis en place par le gouvernement Macron. » Et pourtant, c'est ça qu'on demande à la plupart des gens en France comme ailleurs de faire. Et donc, pour ça, il faut des chefs qui ont une fonction coercitive. Il y a quand même juste beaucoup de métiers qui sont les métiers... fameux métiers de sens, de passion. Je pense, vous parlez de l'éducation nationale. Ils ne se disent pas qu'ils vont remplir le prochain plan du gouvernement, mais ils se disent qu'ils vont contribuer à l'éducation de génération. Je suis d'accord que les gens se disent autre chose que ça. Mais comme, accessoirement, on essaie de leur faire autre chose que simplement ceux dans lesquels ils mettent du sens, on a besoin de chefs pour ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, on a besoin de leur faire le sale boulot. Si tu considères eux comme sale boulot, c'est-à-dire que tu as toute profession, il y a des tâches
qu'on aime faire, qu'on veut faire et qui ont du sens, qui sont pas forcément agréables à faire. Un médecin peut avoir à toucher ses patients, à faire tes opérations qui sont difficiles, qui sont risquées. Les éboueurs peuvent trouver beaucoup de ça nettoyer. Ouais. Mais par contre, il y a des tâches qui sont pas très plaisantes et qui sont désagréables. L'administratif, par exemple. Voilà, l'administratif, typiquement. Chez les enseignants, le sale boulot, c'est faire la discipline de la classe, c'est gérer tes problèmes personnels, tes élèves, etc., au lieu de faire cours. C'est souvent ça. Et ça, oui, à partir du moment où où l'activité, toi, se centrait plus sur le sale boulot des activités que sur l'activité qui s'intéresse, il faut bien quelque chose qui les s'y oblige. Il faut bien quelque chose qui les s'y contraint. J'aime bien cette notion de sale boulot. Moi, je le dis pas comme ça dans le livre, mais ça pourrait marcher. En gros, par exemple, même dans le secteur privé, où on peut dire le secteur privé capitaliste, à la limite, les gens, ils savent qu'ils sont là pour faire de l'argent. Mais moi, ce que je trouve toujours assez incroyable, et j'en suis content, c'est que même quand j'ai des entretiens avec des populations, par exemple, de commerciaux, en fait, le sens qu'ils mettent dans leur travail, c'est pas simplement faire du chiffre, voire même plutôt, ils disent, moi, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de... C'est marrant de voir que beaucoup de gens, y compris dans des fonctions très commerciales, ont un peu un discours de service public. Voilà, c'est ça qu'ils aiment faire. Et d'ailleurs, souvent, ils ont une nostalgie de l'époque où ils pouvaient mieux le faire. La nostalgie est très présente dans le monde du travail. Tout le monde se dit, voilà, dans les années 90, j'avais les moyens de vendre des produits de qualité. Maintenant, on me demande de faire de l'abattage. On me demande de faire de la politique du chiffre. Ça, l'idée qu'on est soumis à une injonction à la politique du chiffre, on le trouve dans tous les secteurs. Et pourquoi on le trouve dans tous les secteurs ? Et dans tous les secteurs, il y a des chefs qui servent à faire en sorte que les gens se plient à cette politique du chiffre, qui respectent les nouveaux process, qui remplissent les tableaux de reporting montrant qu'ils ont bien visité tel nombre d'entreprises en telle journée, qu'ils ont bien fait des économies, qu'ils ont bien pas utilisé leur budget, qu'ils sont bien dans la surperformance. Et donc, on a besoin d'une armada de chefs pour faire tout ça. Parce que si simplement, on pourrait imaginer une organisation du travail, par exemple, qui n'est pas à rémunérer des actionnaires, il y aurait des services à délivrer à des clients. Alors, effectivement, ça passe par des contraintes. Je dis pas qu'il y aurait un travail sans contraintes. Et donc, peut-être qu'il y aurait, à un moment donné, j'en parle à la fin du livre, mais voilà, peut-être qu'il faut garder certaines fonctions. Peut-être qu'il faut effectivement des gens qui coordonnent les équipes entre elles, qui disent, un tel a fini sa pièce, un tel doit le monter dans le logiciel, j'en sais rien. Est-ce que tu pourrais le rendre à telle heure? Voilà, ça existe. Mais il pourrait aussi y avoir, pourquoi pas, des gens qui sont un peu des meneuses, des meneurs, qui disent, allez les gars, on y va, quoi. Allez les filles, on y va. Ça, c'est autre chose. En fait, j'essaie de décortiquer dans le livre tout ce qu'on attend des chefs. Et en fait, c'est parfois des choses, d'ailleurs, complètement contradictoires. Par moment, on attend d'un chef ou d'une chef que ce soit un leader. Ça, c'est vachement mis en avant. On dit, ça doit être quelqu'un qui est inspirant, qui donne envie. Et en même temps, on lui demande d'être un contrôleur, une contrôleuse. Et on voit bien que c'est pas du tout les mêmes qualités qui sont requises. En fait, on demande à la fois à quelqu'un d'être une sorte d'artiste et d'être un bureaucrate. Voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est très important que vous l'ayez précisé, que moi, cette typologie des chefs, c'est pas pour stigmatiser les chefs tels qu'ils sont, parce que je sais qu'en plus, la plupart des chefs sont mis dans des positions de souffrance et de solitude assez incroyables, et qu'eux-mêmes sont pris dans des systèmes hiérarchiques qu'ils subissent pleinement. Et c'est ce qui les conduit à ensuite avoir des comportements qu'on va qualifier de toxiques. Donc toxique, c'est un terme psychologisant, pour qualifier une personnalité, voire pour l'essentialiser. Moi, je voudrais vraiment qu'on sorte de ça. Mais vous appelez à politiser les voilà, à politiser. En fait. C'est-à-dire, moi, moi, je comprends complètement, par contre, qu'on soit insupporté par son chef, qu'on dise c'est un connard, toxique, j'en sais rien. Je vois ce qui produit ça. Mais moi, je dis, ça pourrait aider, je pense, de comprendre dans quelle position il est mis, à quelle injonction il répond, quel est le besoin capitaliste ou le besoin d'économie budgétaire, pourquoi il est là. Et vraiment à questionner, à se demander à quoi servent les chefs. Qu'est-ce que les chefs sont là pour nous faire faire? Quel sale boulot on leur demande de nous faire faire? Et est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, s'en passer? Voilà, moi, c'est vraiment ça. Et en fait, j'appelle à sortir aussi de cette aura de mystère qui règne autour des chefs et de tous ces termes creux, manager, leadership. C'est des termes qui ne veulent pas dire grand-chose. Et en fait, moi, je dis qu'il faut... En fait, là, pour le coup, je suis à fond dans la démarche de Denis Colombi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du travail avec des abstractions et ça suffit, quoi. Parce qu'en fait, les abstractions ne nous aident pas ni à penser le travail, mais à la limite, ça... Mais surtout, ça ne nous aide pas, du coup, à prendre le contrôle, à nous défendre.
Et si on va y défendre, venir justement sur les solutions. Avant, j'aimerais juste qu'on revienne sur le constat. Vous parlez, Denis Colombi, d'individualisation du travail, de phénomène d'individualisation du travail. Et cela conduit, selon vous, à l'effacement du travail comme expérience et comme enjeu collectif. C'est ça, pour vous, le danger principal auquel on fait face aujourd'hui en tant que travailleur ? C'est pas attaché principal, parce que déjà, c'est quelque chose qui a largement eu lieu. Voilà, l'individualisation, c'est pas moi qui l'invente, c'est un phénomène qui est bien enregistré par toute la sociologie du travail depuis les années 1970. Daniel Linhart a beaucoup écrit là-dessus, notamment. Et c'est bien illustré par ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que lorsqu'on raconte aujourd'hui une difficulté au travail, la façon la plus tourate de l'expliquer, c'est de dire « Ah, c'est mon chef qui est un connard ». Alors qu'auparavant, ça aurait pu être, à un moment où le travail était plus politisé, ça aurait pu être de dire, en fait, c'est le système capitaliste qui m'exploite. C'est pas mon chef, c'est pas monsieur machin qui a un problème. C'est l'organisation générale du travail et on peut remettre ça en cause. Puis cette activation, elle se traduit aussi par des choses extrêmement concrètes. La variation des horaires. On commence pas tous au même moment, on finit pas tous à la même heure. T'as les usines, chacun a son propre emploi du temps. T'as d'autres organisations du travail aussi, évidemment. Chacun va avoir son propre contrat de travail et toi, tu as une rémunération un peu différente. C'est fait qu'il y a un flou sur ce que mérite chaque travail. Et là, tu as tous les rôles de chef, de fonction support, etc., qu'on évoquait. Il y a évidemment ceux qui doivent obtenir le travail, mais il y a aussi ceux qui doivent légitimer toutes les décisions qui ont prises, qui doivent expliquer pourquoi machin gagne plus que truc. Les ressources humaines. Hein. Voilà, toutes les ressources humaines. Et qui doivent, d'une façon ou d'une autre, justifier qu'il existe ces cartes salaires, ces cartes de rémunération, qui sont produites par le fait qu'on ne peut pas mesurer précisément le travail et la contribution de chacun. Parce que tout le travail est collectif. Il faut pouvoir l'individualiser. Et tout ça, effectivement, ça conduit à un effacement du travail atteint d'expérience collective, parce qu'on la voit de plus en plus comme une expérience individuelle. Rien que le fait qu'on n'ait pas tous le même horaire de travail. Ça veut dire qu'on ne croise pas forcément ses collègues, ou on les croise très peu seulement à certains moments et on n'a pas de possibilité de parler. Ça a été de parler entre soi. Ça a été un vrai défi, mine de rien, pour les syndicats, parce qu'une usine de 500 personnes, on peut traiter Teva, on peut se mettre à la traite, il serait plus été traite pour appeler la traite. Car c'était une unité de production beaucoup plus petite, et qu'à plus tout le monde ne commence pas à la même heure. Où on se met pour qu'il serait plus été traite? Comment on met pour communiquer à tout le monde? Et ça rend la mobilisation beaucoup plus difficile. Et c'est ce qui explique à partie qu'on a des secteurs comme la grande distribution, où il y a très peu de grèves, il y a très peu de manifestations. Quand elles arrivent, elles sont écrites par les sociaux comme des miracles sociaux. Oui. Et en fait, c'est parce que l'organisation même du travail, très individualisée, avec des caissières qui ont chacune leurs horaires, qui travaillent à un îlot, donc avec des horaires qui sont très, très, très dispersés, qu'on évite de mettre côte à côte. On essaye, autant que possible, de les mettre une caisse avec quelqu'un, une caisse vide, une caisse avec quelqu'un, très consciemment, pour désarmer le collectif de travail et pour en faire une expérience purement individuelle dans laquelle la lutte est beaucoup plus difficile parce qu'elle visibilise. En fait, c'est vraiment ce que vous nous dites et c'est ça qu'il faut retenir de cette émission, c'est que ces dernières décennies, on a dépolitisé le travail, on a rendu le travail individuel et non collectif et que c'est ça aussi qui produit cette souffrance au travail et qu'on ne peut pas y apporter qu'une réponse de bien-être, de développement personnel et qu'il y a vraiment un enjeu très très politique. Vous avez évoqué les syndicats. Dans les chiffres donnés par Nicolas Framont, on se rend compte que dans les années 50, 30% des travailleurs en France étaient syndiqués. Aujourd'hui, on est à 8% dans le privé, 18% dans le public. Là, on va arriver sur les solutions. Est-ce que les syndicats sont le levier aujourd'hui, si pour les personnes qui regardent cette émission, sachant qu'ils ont tellement perdu en rapport de force et en place dans l'espace public, est-ce qu'on peut encore améliorer ces conditions de travail avec des syndicats ? En tout cas, la présence des syndicats historiquement a été l'une des forces qui a permis de visibiliser le travail, d'imposer qu'il existe au plan politique et d'en faire une force politique qui a pu obtenir des changements positifs. Plus de droits, des réductions de temps de travail, une amélioration de la sécurité, etc. Tout ça a été obtenu par le fait que le travail était suffisamment visible et que cette visibilité était organisée au plan politique par les syndicats et par des partis politiques. Donc, l'une des façons, en tout cas, d'améliorer les choses, c'est de rendre à nouveau ce travail visible, c'est de l'imposer, parce que la visibilité, c'est l'un des points que je développe le plus, la visibilité, elle va jamais de soi. Elle s'impose
par tes dispositifs qui ratent le travail visible. Et pour l'instant, ceux qui ont le plus la capacité de rater leur travail visible, c'est basiquement Elon Musk et Jeff Bezos. Qui, eux, vont faire toutes sortes de choses, ils vont écrire des biographies, presque tous les milliardaires écrivent une biographie pour expliquer à quel point ils sont travaillés, etc. Et qui mettent en avant, voilà, je suis le créateur, c'est moi qui ai tout inventé, Jeff Bezos a presque monté son entreprise tout seul, Elon Musk, c'est tout juste s'il ne va pas aller sur Mars tout seul par la force de ses petits bras. C'est comme ça que c'est présenté. On avait fait une émission entière là-dessus, sur le mythe du mérite de l'entrepreneur, avec Anthony Galuzzo, que je vous invite à regarder. J'aimerais qu'on revienne sur les rapports de force qu'il faut développer, parce que vous, c'est ce que vous préconisez particulièrement, Nicolas Framont. Vous dites, bon là, il est temps de changer ça. C'est possible d'inverser ce rapport de force-là. Et vous rappelez, et vous l'avez mentionné, Denis Colombi, à l'instant, la grève. La grève est un outil qui fonctionne. Et c'est un outil qui fonctionne encore aujourd'hui. Je vous cite Nicolas Framont. Autant dire que l'obtention d'un rapport de force par la grève est loin d'être un outil du passé. Bien au contraire, les grèves fonctionnent, même dans des secteurs ou des pays où la faiblesse du droit social et la précarité des grévistes rendent la démarche plus difficile. Dans les pays gouvernés par des conservateurs bourgeois, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, la grève est même devenue l'unique façon d'obtenir du progrès social. Car la grève paye et les puissants le savent, c'est pourquoi ils la craignent autant. Et à raison, car les chiffres sont là. Une étude du ministère du Travail basée sur l'année 2020 nous informe que 62,8% des entreprises ayant essuyé une grève dans l'année ont connu des négociations fructueuses pour les salariés, contre seulement 12,7% des entreprises qui n'ont pas traversé de conflit social. L'année suivante, en 2021, c'est encore davantage. 79% des entreprises déclarant au moins une grève ont mis en place des accords favorables aux salariés, contre seulement 16,6% des entreprises n'ayant connu ni grève ni une quelconque forme de conflit. Ces accords ont porté principalement sur les salaires, mais aussi sur les conditions de travail. Investir collectivement dans une grève est donc très rentable pour les salariés. Et je tenais à lire ce passage de votre livre parce que ça, on l'entend peu. On a tendance à se dire que l'action collective est vaine, surtout par exemple les manifestations, globalement, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan des entreprises. On se dit il n'y a plus de syndicats, quand on manifeste politiquement, ça ne change rien. Et vous, ce que vous rappelez, c'est que quand même, la grève, c'est un levier majeur. Je rejoins Denis Colombi. Déjà, par le passé, en fait, la plupart des mesures de progrès social qu'on a obtenues au XXe siècle ont été obtenues par la grève. Il y a un peu une reconstruction, on exagère un peu la puissance du politique, parce qu'on va dire que c'est la forme politique qui est la plus institutionnelle, donc c'est celle qui est mise en avant, en disant, voilà, vous voulez changer les choses, il faut voter. Alors, c'est vrai parfois, mais surtout, le progrès social a été permis par la grève au XXe siècle. Et puis, il est encore permis maintenant, localement. Les chiffres du ministère du Travail sont très clairs, et là, on n'a pas les chiffres les plus récents, mais il n'y a pas de raison que cette tendance change. C'est-à-dire que la grève paye. La grève paye, moi je l'ai vu dans de nombreuses entreprises, quand il y a eu un conflit, eh bien, les choses ont pu changer positivement pour les salariés. Ça, c'est une réalité. C'est vraiment, la question. Donc, la grève, déjà, c'est un outil de visibilisation. Ça, c'est Denis Colombi qui en parle, et ça, c'est important. Moi, j'en parle surtout comme un outil de rapport de force. C'est-à-dire concrètement, quand je suis face à un CSE ou un groupe de salariés qui me disent voilà, on a suivi votre formation sur la santé au travail, comment faire en sorte que notre employeur, alors ça peut être plein de choses, arrête de nous changer en permanence de poste, investisse dans des chaussures de sécurité, respecte les 35 heures ou notre contrat à 39 heures, parce que la plupart du temps, ce n'est pas respecté, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, comment faire ? Et en fait, il y a cette croyance un peu de bons élèves qui consiste à dire on va aller expliquer en bonne intelligence à notre employeur quel est le problème et il va nous écouter. Alors malheureusement, sauf exception, ça ne marche pas. Moi, je l'ai vu partout. Moi, mon métier, celui de mes collègues, c'est de rendre des rapports extrêmement fournis, extrêmement chiffrés, attestant de risques. Nous, on a même mis en valeur des risques suicidaires. Je peux vous dire que si derrière, il n'y a pas de rapport de force, le rapport, il finit dans un tiroir. Donc la question que je leur pose, c'est qu'est-ce qui fait que mon employeur, il a intérêt à m'écouter. Intérêt au sens que s'il ne m'écoute pas, il va subir des conséquences négatives. Alors, les conséquences négatives, il peut y en avoir plusieurs. Il n'y a pas que la grève, parce que, par exemple, on peut parler de l'atteinte à sa réputation. Les employeurs, ils n'ont pas trop envie que ça se sache, que les conditions de travail sont mauvaises dans l'entreprise, parce que ça fait fuir, surtout dans le secteur associatif, par exemple, parce que, du coup, quand les gens le savent, ils donnent moins, etc., etc. Dans le secteur public aussi, dans une moindre mesure. Voilà, il y a quelques outils, mais il y en a de moins en moins, soit dit en passant. Les outils institutionnels comme l'inspection du travail, malheureusement, il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail. C'est 2700, si je me souviens bien des chiffres de votre livre, 2700
700 inspecteurs du travail pour 20 millions de c'est énorme. En fait, oui, c'est des gens, ils ont des centaines et des centaines d'entreprises à gérer. Donc, en réalité, quand vous faites venir l'inspection du travail, déjà, c'est pas sûr qu'ils viennent, parce qu'en fait, l'inspection du travail, maintenant, ils vont se consacrer vraiment aux cas les plus gravissimes, hein, donc du travail dissimulé, des accidents mortels du travail. Donc, en fait, on va dire pour la souffrance ordinaire, malheureusement, c'est plus vraiment un outil. Donc, les outils institutionnels, localement aussi, on voit des inspecteurs du travail qui se battent héroïquement, par ailleurs, qui sont très combattus eux-mêmes par leur hiérarchie, hein, donc c'est pas un rôle facile. Mais toujours est-il que, voilà, il y a des recours institutionnels, ça ne marche pas vraiment, pas toujours. Il y a le droit du travail. Alors là, contrairement à ce qu'on entend, on nous raconte vraiment qu'en France, le droit du travail serait très protecteur parce que le code du travail est très épais. Rappelons que s'il est épais, c'est parce qu'il y a énormément d'exceptions, de dérogations diverses et variées au droit du travail mises en place par les employeurs. C'est pour ça qu'il est aussi épais. Et en réalité, non, on n'a pas un droit du travail très protecteur. Pour tout ce qui concerne la souffrance au travail, globalement, il y a soit rien qui est dit, soit des choses pas applicables. Je pense par exemple le harcèlement moral. C'est très dur de faire perdre son employeur sur le harcèlement moral. C'est très dur. C'est pas impossible. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais voilà, les recours individuels contre la violence au travail, les recours juridiques individuels contre la violence au travail sont plutôt faibles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? Déjà, se dire que agir individuellement, c'est compliqué. Ça marche pas vraiment. La plupart des gens, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils vont essayer de changer de boîte régulièrement pour essayer d'obtenir de meilleures conditions. On pourrait parler de toutes les stratégies individuelles. Et c'est une bonne chose. D'ailleurs, la plupart des gens font ça. Donc, il y a de la résistance. Mais ce qu'on voit, c'est que vraiment, quand on veut obtenir des changements vraiment très positifs, c'est bien l'action collective qui marche. Ça n'a pas changé. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire pendant un temps en disant le travail étant individualisé, l'action collective ne marche plus. Non, le travail a été effectivement individualisé, mais l'action collective fonctionne toujours. Elle est juste plus difficile à obtenir. Elle est juste plus difficile. C'est pas pareil qu'elle soit plus difficile et qu'elle ne fonctionne plus. Mais oui, exactement. C'est exactement ça. C'est pas parce que les structures sont moins faciles que le résultat ne paye pas toujours, comme le chiffre les montre. Alors voilà, en fait, la grève, c'est vraiment comment je fais en sorte que mon employeur il ait intérêt à m'écouter. Moi, concrètement, dans des entreprises où des grèves ont déjà eu lieu, je peux vous dire que les employeurs étaient beaucoup plus attentifs aux revendications portées par les salariés, parce qu'ils savaient que ça pouvait leur arriver. Et la grève, c'est utiliser l'outil qu'on a, c'est-à-dire travailler ou ne pas travailler. C'est bloquer la production, c'est prendre l'employeur au portefeuille, l'employeur et ses actionnaires. Donc, ça fonctionne. La question, et je reviens à votre première question, là-dessus, les syndicats. Alors, les syndicats, moi, je ne donne pas de réponse unique à ça aussi. Genre, est-ce que les syndicats, c'est la solution ou pas ? Ça dépend. Ça dépend des endroits et ça dépend des syndicats. Là encore, faut entrer dans le détail. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de syndicats. Moi, je suis intervenu dans des boîtes avec énormément de syndicats différents. Il existe en France une tradition qui s'appelle le syndicalisme, alors c'est familièrement appelé jaune, on va dire le syndicalisme de collaboration. Donc, c'est des syndicats qui sont un peu fondés par l'employeur lui-même pour faire en sorte de maintenir les salariés dans un état de paix sociale. Ensuite, vous avez des syndicats qui ont une stratégie, que j'appelle de co-gestionnaire impuissant. Alors là, c'est un peu, je pense que tout le monde voit un peu de quoi je parle. En France, le droit du travail donne la possibilité à l'employeur de consulter très souvent les partenaires sociaux. Il y a énormément de réunions, il y a énormément de comités. Et donc, en fait, il y a des syndicats qui passent énormément de temps dans toutes ces instances. D'ailleurs, ils passent tellement de temps dans ces instances qu'ils n'ont plus de temps à passer avec leurs collègues. Ça, tout le monde a un peu, dans les grandes entreprises, dans le service public, on voit beaucoup ce phénomène. Ça. Et moi, j'appelle ça de la cogestion impuissante parce que c'est censé être de la cogestion, puisqu'on vous dit, venez, on va en discuter. Sauf que impuissant, parce qu'à la fin, que les syndicats disent oui ou non, ça ne change rien. Alors, il n'y a pas de pouvoir de veto pour les syndicats en France. Donc, ça ne marche pas. Et puis ensuite, il y a le syndicalisme de rapport de force. Et là, le syndicalisme de rapport de force, c'est j'organise mes collègues collectivement pour les amener à créer un rapport de force, que ce soit par la grève ou par autre chose. Et là, effectivement, à mon sens, ça fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, puisqu'il y a un phénomène aussi auquel on assiste, c'est la discrimination syndicale. Globalement, ça coûte cher d'être syndiqué en France. Votre carrière est ralentie, vous avez des intimidations, vous pouvez être licencié. Malheureusement, le dernier rapport du Défenseur des droits, c'était, je crois, en 2019, montrait clairement que c'était un phénomène en augmentation. Donc, c'est un chemin difficile, mais c'est le seul chemin qui fonctionne. En fait, je crois qu'on peut ajouter même que lorsque Tania Lindhardt, que j'évoquais tout à l'heure, analyse l'actualisation du travail, elle montre que celle-ci se met en place suite à mai 68.
Et en fait, la Trade-Peur, elle le décrit vraiment. La Trade-Peur du patronat, c'est un nouveau mai 68. C'est une grève générale. Le mai 68, ça n'a pas juste été les étudiants. Ça a surtout été les ouvriers qui se sont mis à la grève générale. Et donc, la Trade-Peur, ça a été ça. Et l'individualisation du travail a été une réponse pour essayer de rendre aussi inopérante possible l'arme de la grève. Et donc, ces pièges, elle fait peur. Ces pièges, elle est efficace, justement. Parce qu'on a essayé de lutter contre. On a essayé de la désarmer. Et en tout cas, pour pouvoir se saisir des outils du rapport de force, pour pouvoir améliorer ses conditions de travail, encore faut-il avoir conscience des dynamiques structurelles, collectives, capitalistes, utilisons le terme que vous utilisez tous les deux dans votre livre, qui régissent ce monde du travail, qui fait parfois tant souffrir. Donc, pour ça, il faut le connaître, il faut partager ça autour de soi. Vous l'avez dit, on peut avoir conscience tout seul des choses, ça change pas grand-chose. Mais par contre, si beaucoup de personnes et beaucoup de travailleurs se saisissent de ces concepts et de cette réalité, qui est celle des rapports de force, eh bien, les choses peuvent peut-être changer plus rapidement. Pour aller plus loin, je rappelle que vos 2 livres sont tous les 2 disponibles en librairie. Denis Colombi, qui travaille vraiment aux éditions Payot. Nicolas Framont, vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été tous les 2 avec nous sur le plateau de Blast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette émission. A-t-elle été trop longue ou au contraire trop courte? Est-ce que ce format avec 2 invités différents qui croisent leur travail vous a plu? Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cet entretien. De longs formats comme ça ont vraiment beaucoup de mal à décoller sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous aider avec l'algorithme. Comme d'habitude, je vous rappelle que Blast est un média indépendant. Nous vivons seulement grâce à vous, notre audience. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don sur blast-info.fr pour que nous aussi, on puisse négocier une amélioration de nos conditions de travail. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt sur Blast.